La permaculture, ça englobe tout en fait, les énergies qu'on va utiliser, dépenser, même la construction, tu vois, la maison, les bâtiments qui sont là, c'est du terre-paille qu'on a utilisé avec la terre. Quand on creuse une mare, on utilise la terre pour faire des murs, on réfléchit à notre énergie qu'on dépense, les relations humaines qu'on va avoir avec les voisins, donc c'est quelque chose de vraiment connecté en fait. C'est pas un jardin, c'est pas un îlot le jardin, c'est vraiment tout un tas de connexions avec les humains qui nous entourent, la nature qui nous entoure, limiter au maximum les intrants, avoir un impact le plus positif possible. Souvent on parle d'impact passif, je suis pas tellement dans le passif, j'essaye d'avoir un impact le plus positif possible, quoi. Essayons de favoriser tout ça, quoi, la biodiversité, pour moi c'est des combats importants et puis produire sa nourriture c'est important parce qu'on mange tous les jours, donc j'aime bien produire pour moi, pour les voisins, pour les amis. De connaître dans ton potager. Exactement, bienvenue dans le potager. Bon, donc c'est un potager qui est le plus naturel possible. Moi je fais aucun traitement contre les insectes, les bestioles, enfin, aucun traitement, donc c'est tout naturel. Moi c'est vraiment tout ce qui est vie du sol qui crée ma fertilité. L'idée c'est que mon sol soit vivant, parce qu'avec un sol vivant, c'est un sol qui se fertilise et ça permet aux végétaux de pousser correctement sans que moi j'ai forcément à enrichir la terre, à travailler la terre. Je ne travaille pas la terre, en fait c'est les vers de terre qui aèrent mon sol et qui permettent d'avoir un sol vivant et des végétaux en bonne santé qui poussent, quoi. Moi là l'idée c'est vraiment de voir ça dans sa globalité. Mon potager il est connecté à l'environnement qui nous entoure et l'idée c'est de faire le truc le plus sain, naturel et favorisant la biodiversité, quoi. Alors c'est un jardin il doit faire, ce potager-là, il doit faire grosso modo 1000 m², mais il y a des allées très larges, donc il n'y a pas 1000 m² de cultivés. J'arrive à produire tout ce qui est pommes de terre pour l'année, des courges pour l'année, enfin on arrive à se nourrir en bonne partie pour l'année. Et après, tout ce potager, il est complété avec ce qu'on appelle les forêts comestibles qui sont autour. Ok, ouais, qui vont faire une ceinture, c'est ça que tu me disais. Exactement, parce que ma nourriture, elle ne provient pas que du potager, elle est aussi entourée de forêts comestibles. Alors, forêt comestible, c'est un pommier sur lequel on fait grimper une vigne, auquel en dessous il y a des framboisiers. C'est vraiment multi-étagé, un peu comme ce qu'on voit là, si tu veux. Je ne produis pas à plat, je produis en volume. Ça permet d'avoir plus de productivité, parce que là, on parle en mètres carrés, mais si on imagine en mètres cubes, la productivité, elle est multipliée, quoi. Ça doit te prendre beaucoup plus de temps que de l'agriculture conventionnelle. Est-ce que tu arrives à gérer tout ça tout seul ou tu dois y passer tes journées en fait? Alors c'est compliqué à dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Ouais. C'est-à-dire qu'avoir connaissance, essayer de prendre tout en considération, c'est beaucoup de connaissances à acquérir, mais finalement une fois que tu as combiné pas mal de connaissances, tu arrives à passer moins de temps. Parce que tu vois, j'ai pas tout ce qui est travail de labour, j'ai pas tout ce qui est travail de désherbage, j'ai pas de traitement à faire. Ce qui me demande beaucoup de temps, c'est les récoltes. Récolter des quantités, des kilos de fruits, de légumes tous les jours, c'est beaucoup de boulot. Les transformations, ça demande du boulot, parce que moi l'idée c'est d'être autonome à l'année. Donc les tomates, après je les transforme pour que ça être consommable en hiver. Donc c'est difficile, ça prend du temps, mais plutôt du temps de recherche et d'observation. Donc je m'intègre dans cet écosystème et ça tend vers l'autonomie. L'idée c'est que ça soit de plus en plus autonome. Beaucoup de plantes pérennes, c'est-à-dire que des plantes que je ne suis pas obligé de ressemer, replanter chaque année, qui sont installées et du coup j'ai plus qu'à récolter sur pas mal de végétaux, quoi. Et il y a également tout ce qui est forêt comestible qui entoure le potager, quoi. Donc voilà, c'est ça. L'idée c'est de produire ma nourriture pas qu'avec le potager, c'est également toutes les arbres, les milliers d'arbres fruitiers qui sont autour, plus les animaux. C'est vraiment tout ça qui crée un écosystème équilibré et qui me permet de créer de la nourriture, de l'abondance pour autour de moi, quoi. Comme Damien Descartes, à l'avenir, j'ai vraiment envie de créer mon jardin autonome pour produire ma nourriture et réduire mon impact en utilisant moins d'emballage plastique, moins de transport. On va aller faire plein d'autres reportages chez plein d'autres personnes aussi inspirantes que Damien. Et pour les financer, ces reportages, eh bien, merci au sponsor d'aujourd'hui, Oli, qui suit la même philosophie avec ses boissons. Oli, c'est une poudre que tu mélanges avec de l'eau et ça te fait une boisson sans sucre avec plein de goûts différents. Là, par exemple, j'ai fraise kiwi, orange framboise, pêche. J'ai aussi pris un pack découverte pour pouvoir goûter tous les différents goûts. Là, de la gamme milkshake, de la gamme hydratation, énergie ou iced tea. Et une fois que je trouve en fait le goût que je préfère, je peux acheter un pot. Un pot, ça permet de faire 50 boissons de 500 ml. Donc, ça permet de faire 25 litres. Et donc, ça a un impact carbone très très faible parce que ça nous permet d'économiser des centaines et des centaines de canettes ou de bouteilles en plastique si on avait dû acheter des sodas classiques en magasin.
En vrai, je suis pas un très grand consommateur de boissons sucrées ou de soda, mais j'aime bien pouvoir en proposer à mes invités quand j'en ai chez moi. Et c'est là où je vois le gros avantage de Oli, c'est que je peux avoir plein de goûts différents, donc il y en a pour tout le monde. Je peux garder ça très longtemps parce que c'est déshydraté et ça prend pas beaucoup de place. Je fais profiter mes invités avec des boissons sans sucre. C'est aussi intéressant. Ça me coûte beaucoup moins cher que si j'avais dû acheter en magasin chaque canette individuellement ou chaque bouteille individuellement. Et du coup, je me répète, mais ça a un impact écologique bien plus faible. Si ça vous intéresse, je vous ai mis mon lien dans la description de la vidéo. Vous avez 10% de réduction avec mon code promo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre le pack découverte et à voir si ça peut vous convenir comme boisson. Et on retourne au reportage. Je m'intéresse beaucoup aux forêts comestibles. C'est imiter les modèles qui nous entourent. Les terres qui nous entourent, elles aspirent à devenir forêt. L'idée, c'est de collaborer avec la nature, aller avec la nature vers la forêt, mais proposer une forêt qui soit comestible avec des fruits, des racines, des feuilles, des graines, pour qu'on puisse se nourrir, pour nourrir une partie de l'humanité, quoi. Et alors là, ici, tu produis donc énormément de végétaux, ça on l'a vu, on le verra dans les images. Quid des céréales? C'est quelque chose qui impose beaucoup de travail, la céréale. Et c'est pas du tout une nécessité. En fait, quand on a des fruits à coque comme les noix, les noisettes, les amandes, les châtaignes, quand on a des topinambours, quand on a des pommes de terre, on n'a pas besoin d'avoir de céréales. Donc pour moi, c'est pas une obligation dans mon autonomie, quoi. Vous avez une alimentation plus ou moins végétale à 100%, presque à 100%. Pas à 100%, voilà. Ouais, assez importante. Pourquoi ce choix? C'est pour il y a plein de facteurs en fait qui prennent en compte. Donc déjà, c'est pour ce qui me semble être le plus écolo, quoi. C'est-à-dire que élever des animaux, ça impose souvent de nourrir ces animaux. Donc faire pousser des végétaux ou acheter de la nourriture végétale pour nourrir les animaux, c'est souvent beaucoup plus de travail. En fait, c'est plus simple de manger soi-même les végétaux. Après, je produis quand même des œufs, quoi. On a des poules, parce que les poules, elles sont en liberté, donc elles se nourrissent presque exclusivement de ce qu'elles trouvent dans la nature. Je donne un peu des graines pour garder un lien, pour compléter un petit peu. Et puis ça me plairait pas de tuer des animaux tous les jours, quoi, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Donc je fais vraiment, c'est lié aussi le plaisir, ce que j'aime faire, quoi. On a des équidés, parce qu'on a des prairies et on a envie de maintenir ces prairies ouvertes pour qu'il y ait des fleurs, que ça attire les papillons, les abeilles, les pollinisateurs, tout ça. Parce que maintenir une prairie ouverte sans animaux, ça veut dire consommer du pétrole ou alors tout faucher à la fosse, c'est beaucoup de boulot. Dans les équidés, ça fait du crottin, ça attire des petites bestioles et du coup, c'est bien de déparasiter les prairies, entre guillemets, pour pas qu'il y ait de problème de maladies, de pathogènes, quoi. Donc on a des poules qui se baladent en liberté, elles se nourrissent des insectes qu'elles vont trouver dans les crottins notamment, donc elles vont nettoyer les prairies et elles vont produire des œufs et elles auront selon moi une vie heureuse, quoi, parce qu'elles sont en liberté, elles se baladent, elles s'éclatent. Donc les poules, ça produit des œufs. Les canards coraux-indiens, ça produit aussi des œufs, c'est un des meilleurs canards pondeurs qui soit. Et le canard coraux-indien, ils sont aussi une partie dans mon potager parce que c'est un grand mangeur de gastéropodes, de limaces et d'escargots. Du coup, ça me permet d'avoir un potager sans aucun problème de limaces et d'escargots. Donc j'essaye de connaître leur fonctionnement naturel, j'essaye de reproduire au mieux avec mes possibilités ça pour qu'ils aient une vie la plus belle possible à mes yeux, avec mes croyances et mes connaissances, quoi. Si on veut mettre une utilité à un animal, en fait leur utilité, il n'y a pas besoin d'utilité, ils sont là, ils existent. Et mon but c'est quand même qu'ils soient heureux par rapport à là où ils étaient avant. On a fait en sorte d'améliorer leurs conditions de vie pour qu'ils soient le plus heureux qu'avant. Mais en plus de ça, ils me permettent d'avoir des prairies ouvertes pour attirer toute la biodiversité qui ne peut vivre qu'en prairie. Et ils produisent aussi donc des excréments que je peux utiliser au potager sans que ça soit une obligation. C'est un plus que je peux amener au potager pour que les plantes poussent encore plus vite et plus facilement, quoi. Et est-ce que tu peux utiliser aussi les toilettes sèches au potager? Ouais, tu peux utiliser les toilettes sèches au potager. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé de faire, c'est les laisser composter pendant 2 ans pour éviter que potentiellement des pathogènes qu'on a à l'intérieur de nous se transmettent au truc que tu vas récolter, quoi. Ah oui, donc au final, on peut être autonome en intrants, déjà tu disais, avec la vie du sol, la vie sauvage, plus les toilettes sèches humaines. Et puis ton urine. L'urine, c'est quelque chose qu'on peut utiliser très rapidement au potager.
Ah oui. Ton urine, tu la dilues dans un arrosoir, 1 litre d'urine pour 10 litres d'eau. Ouais. Tu peux l'utiliser en arrosage et c'est ta fertilité pour ton potager. En fait, on crée nous-mêmes la fertilité largement nécessaire pour faire pousser nos légumes, quoi. Ok. C'est juste que le monde dans lequel on vit, il est un peu déconnecté, c'est-à-dire qu'on envoie nos excréments, nos urines dans des stations qui s'occupent de ça et qui galèrent, qui polluent les rivières. En réalité, cette matière-là, on pourrait la garder pour le jardin, pour avoir de la fertilité au jardin, quoi. À la campagne, c'est facile de dire ça. Quand tu vis en ville, c'est un autre délire, quoi. Ça me rend pas heureux de voir des animaux pas heureux et ça me rend heureux de voir des animaux heureux. Donc, et puis ça produit aussi une partie de mon alimentation. Donc c'est à la fois c'est tout un écosystème connecté, ça nourrit le potager, ça me nourrit moi, ça rend des animaux heureux et ça crée tout un écosystème, quoi. Ça implique aussi des problématiques que d'autres ne rencontrent pas. Si tu as un petit poulailler fermé, bétonné, hyper sécurisé, tu n'as pas de problème de renard, de fouine, de martre. Mais moi j'aime aussi la fouine, la martre, le renard. T'as les rapaces qui chopent des poussins, t'as tout un tas de... Ça nourrit un écosystème sauvage également, quoi. Ça, c'est la zone sauvage. C'est aussi une zone, en marchant, tu as peut-être remarqué, c'est une zone plutôt humide. Oui. Sachant que les zones humides ont tendance à disparaître de plus en plus à cause de l'urbanisation et surtout à cause de l'agriculture. C'est vraiment le monde sauvage qui gère cette zone-là. Moi, ce que j'y fais, c'est que je viens un petit peu observer vers ici. Là-bas, j'ai mis un peu d'ail des ours, c'est des trucs cultivés un petit peu là sous bois, mais vraiment tout ce que l'on voit derrière nous, c'est du sauvage, quoi. Je ne touche plus, je laisse faire. Du coup, on voit tout un tas d'animaux, des tritons, des grenouilles, des renards, des martres, des fouines, chevreuils, des oiseaux en quantité dans les arbres. Donc tous les trucs qui bouffent tes poules, en fait, c'est ça, parce que Exactement, tous les prédateurs. Est-ce que c'est pas contre-productif ce que tu nous fais là? Ça dépend ce qu'on recherche. Moi, comme je disais, c'est autant la productivité pour nourrir ma famille, moi, mes amis, mon entourage, l'humanité, si on veut, mais c'est autant favoriser la biodiversité. Pour moi, il faut que j'ai envie, en tout cas, que l'humain réapprenne à vivre en connexion avec le monde sauvage, pas en lutte avec le monde sauvage. Donc, effectivement, ça me cause quelques petits dégâts, mais qui sont vraiment minimes par rapport à tous les bienfaits que je vois sur l'ensemble, quoi. Tu penses à toi, ton autonomie, mais tu penses aussi au bien-être des animaux avec qui tu vis, et tu penses aussi au bien-être et à la biodiversité des animaux sauvages et des plantes sauvages. T'inclus tout ça dans un tout. Donc effectivement, dans chacun de mes actes, j'essaye de penser à la biodiversité sauvage. Après, c'est quand même, selon moi, toujours un peu anthropocentré, dans le sens où c'est par rapport à moi que je fais ça. Je ne suis pas une libellule, je ne suis pas une grenouille, donc c'est quand même mon regard. En tant qu'humain, c'est difficile de sortir de ma condition d'humain, quoi. Effectivement, il y a le côté bénéfique pour le potager. J'aime bien le mettre en avant, ça peut permettre à des agriculteurs de s'y intéresser un petit peu plus. Mais il y a le côté, juste les insectes qui sont là ou les plantes qui sont là, elles ont le droit d'être juste, elles sont là, quoi, sans forcément chercher une utilité. Et finalement, ça a un intérêt pour l'humain, parce qu'on ne peut pas vivre dans un écosystème dégradé, quoi. Bah c'est ça, oui. Donc, même si on ne cherche pas à le savoir, sans biodiversité, l'humain, il fait partie de cette biodiversité, hein. Se lancer dans cette aventure-là, ça permet de voir la biodiversité, mais pas forcément pour un intérêt dont je vais en tirer profit, quoi. C'est juste, ça me semble important que la biodiversité soit là. C'est quelque chose de beau et incroyable, quoi. Alors moi, j'ai toujours été passionné par la nature. Ça m'a toujours déplu, le fait qu'on soit une espèce très destructrice, quoi. C'est vraiment triste et déplaisant pour moi. Je pense qu'il est possible de produire en aggradant plutôt que de dégrader, quoi. C'est une envie et un devoir que j'ai d'essayer d'abriter au maximum les oiseaux, les abeilles sauvages et tout ça, quoi. Je peux le faire, c'est pas compliqué à faire, c'est agréable à faire, c'est agréable à regarder et c'est pour ces êtres-là primordial qu'on le fasse, quoi. C'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, que j'essaye de diffuser ces informations-là, c'est pour qu'on soit nombreux à le faire. Et plus on sera nombreux, plus ça préservera, en fait, parce qu'on est beaucoup, en fait, à avoir des petits jardins et tout ça. Donc si chacun laisse 10% pour le monde sauvage, ça va changer énormément les choses. Nous, on essaye de créer plein d'écosystèmes différents, écosystèmes prairies, écosystèmes potagers, écosystèmes forêts. Et tous ces écosystèmes, ils ont une biodiversité qui leur est propre. Et on essaye de faire ce qu'on appelle les corridors écologiques, c'est-à-dire que les forêts, on essaye de les faire circuler sur le jardin.
L'idée, c'est que ça soit connecté au monde qui nous entoure. C'est pas juste un îlot, effectivement, le jardin. Il est connecté au monde qui nous entoure et on veut se connecter. Et plus on sera nombreux à faire ça, plus vous serez nombreux à le faire, plus ça sera efficace et puissant, quoi. Dans mes arbres fruitiers, j'ai planté peut-être 2000 arbres. Je n'ai pas compté exactement. J'avais arrêté de compter à partir de 1000 arbres. Donc je pense qu'on a planté à peu près 2000 arbres. Probablement 500 variétés différentes. Et du coup, dans cette diversité de végétaux, souvent comestibles, il y en a qui viennent d'endroits plus au sud, résistants à la sécheresse. J'ai aussi des végétaux qui sont plus du nord. Donc j'essaie d'avoir beaucoup de végétaux de différentes régions pour être plus résilient, quoi. Si on fait juste ce dont on a besoin pile poil, il suffit que tu aies un problème sur tes pommes de terre et tu n'as plus rien à bouffer, quoi. Donc moi j'en fais toujours plus, et comme on disait tout à l'heure aussi, comme moi les campagnols, je pense qu'ils mangent peut-être 10% de mes pommes de terre. Les chevreuils tuent quelques-uns de mes arbres, mais ils tuent peut-être 2% de mes arbres, donc ça me va. J'essaye d'avoir plus, et au pire, si j'en ai trop, je donne, je distribue, je troque. C'est vraiment ça l'objectif, c'est aller vers un lieu riche en biodiversité, et en diversité comestible ou non comestible, hein. Diversité, biodiversité. Si on est nombreux à être un peu plus optimistes, à essayer de faire des choses, je pense qu'il y a moyen de préserver et de continuer à être sur cette planète en harmonie, en connexion avec ce qui nous entoure. Selon moi, on n'est pas séparés de la nature, on fait partie de cette nature. Je crois qu'il y a une phrase, on la crédite souvent à Gandhi, qui est soit le changement que tu veux voir dans ce monde, quoi. Donc c'est un peu l'idée, quoi. J'ai envie d'un monde avec des oiseaux qui chantent dans les arbres, des pommes, des fruits, et de la biodiversité, de l'eau propre qui coule. Et donc j'essaye de le faire. Do I have what it takes to make you fall in love?